Alors, je suis avec Monseigneur Leminck, maître de ces lieux. Nous sommes à Rochefort au musée de l'aéronautique navale, le musée qui est... Enfin bon, ça on vous l'a déjà dit 10 fois, vous irez voir les épisodes précédents. Mais en gros, si vous voulez, pour résumer, c'est l'association nationale des amis du musée de l'aéronautique navale, voilà, Presque, qui j'y gère étais cet presque. endroit magnifique. J'y étais presque, Ouais. mais je suis bien là, je suis situé bien, Ouais, François, c'est ça bien, c'est Bon. bien. Et là, on va vous parler de l'avion qui est derrière moi, donc du Neptune. François, tu as ta Tout à cuillère en fait. bois? Ouais, si je Allez, l'ai, c'est bon. à toi de C'est travailler. parti. Vas-y, on est parti. Bon, cet avion a débuté durant la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Enfin, Guerre les mondiale. études sur l'avion. Les études en tout Oui, oui. cas. Non, non, Ça se au reconnaît milieu. par exemple au fait que c'était une époque où on aimait bien les monoroues, Oui, les les grosses roues. monopneus, vraiment les très gros pneus, sachant que le paroxysme, ça a été le B-36. Le proto du B-36 qui avait un pneu qui était, je sais pas, 2 mètres, 2 mètres 10 de haut. Oui. C'était un diamètre Je n'en hallucinant. pneu plus d'ailleurs, ils disaient Donc, à l'époque. Oui. bon, les gens étaient encore sur l'idée de mettre le minimum de roues possible, avec bien sûr Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi ils s'emmerdaient Je à sais mettre des pas, grosses roues comme je ça, sais tu sais pas. Parce que dès que, rapidement, le B-36 par exemple, ils sont passés en bogie. bogie. Ouais. Bon, écoute, hein, C'était l'effet Mae West c'est peut-être? là, oui peut-être, oui. Peut-être que ça flottait mieux, j'en Ça sais fait rien. tout. Toujours est-il qu'il avait donc des moteurs en étoile, ça doit être un Twin Wasp ou un truc comme ça, à savoir double rangée, moteur, c'est ça, moteur en On étoile. s'excuse pour l'imprécision, allez regarder sur Wikipédia. Oui, oui, tout à fait. Oui, il y a toujours Wikipédia Oui, en backup. en backup. Donc François, ce Neptune qui est né, donc tu nous disais, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Début des études pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il a été étudié en tant qu'avion anti-sous-marin, patrouilleur maritime en général. Il s'est avéré plus tard, assez rapidement, que la marine américaine était très inquiète de voir l'US Air Force prendre la mission nucléaire à elle toute seule. Donc ils ont commencé à réfléchir au fait de pouvoir faire un immense porte-avions qui s'appelait le United States, qui n'a jamais été réalisé, mais qui était destiné à recevoir un dérivé du Neptune, au sens où c'était des avions de taille assez considérable, dans lesquels il n'y avait pas de hangar, parce qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dessous. Et donc, ce porte-avions devait balader une 24 ou quelque chose comme ça. Ce porte-avions devait en transporter 24. Pour la mission nucléaire, pour Pour la emporter les mission bombes nucléaire, nucléaires qui étaient à absolument, l'époque tout à très, fait. très volumineuses. Alors, le départ était sans retour, hein, puisque, en fait, c'était plutôt je décolle avec des fusées Jato et puis je fais la mission. Mais ils ont fait décoller, les Américains ont fait décoller Oui, sur leur tout à fait. porte-avions classiques des Ils ont fait Neptunes. décoller, ils ont validé l'idée de Oui. faire décoller un Neptune et puis même aussi des Hercules aussi, depuis un porte-avions, essentiellement pour valider l'idée, simplement. Alors je te coupe, le Hercule, ils l'ont fait apponter pour le coup. Il a apponté, il a redécollé. Le Neptune, il était hors de question Non, de il faire, était hors de question de le faire de le faire apponter. Donc il apponter. le prenait avec une grue, il le mettait sur le porte-avions Oui, et en voiture Simone, on va absolument. atomiser Pyongyang. Disons que la structure du train et du fuselage arrière était totalement inadaptée pour un appontage. Donc cette première idée donc, de déploiement, c'était une mission nucléaire jusqu'à ce qu'ils arrivent à avoir un bombardier nucléaire moyenne distance qui était le Savage, qui leur a permis de dire non, bon d'accord, on peut mettre un bombardier nucléaire sur un porte-avions entre guillemets normal, la classe Forrestal par exemple, ou Essex. Et donc le Neptune a finalement continué son petit bonhomme de chemin dans la mission initiale qui est anti-sous-marine. Et c'est ce que l'on voit ici par exemple. Alors anti-sous-marine au sens assez conventionnel, une autre fois on a parlé de l'Alizé, on retrouve exactement les mêmes missions, à savoir l'énorme radome. Sauf que là, avec le train d'atterrissage, tu arrives quand même à voir la garde au sol, mais le radome est fixe. Il y a un bon radar accroché dessous. Une soute d'armement assez colossale qui se trouve juste derrière. Et puis l'attirail habituel de bouées et de marqueurs qui permettent de chasser le sous-marin. Et tout au bout du fuselage, la perche de détection Oui. des Alors, anomalies oui, magnétiques. effectivement, l'un des détecteurs importants d'un avion anti-sous-marin, savoir un MAD, on ne l'a pas dit, mais l'Alizé n'a pas de détecteur d'anomalie magnétique.
Donc cet avion-là en avait un. Je te propose de faire un peu d'exercice et tu Attention, envoies la attention. jambe gauche, hop, et après tu te bascules sur la jambe gauche et tu envoies la droite. Cascade. Voilà, cascade. Hop, c'est fait. Super. Bon, le plus dur est fait donc. Maintenant, c'est On finger peut in aller the voir effectivement la soute d'armement qui contient tout ce qu'on veut, à savoir en l'occurrence un réservoir supplémentaire souple qui n'est pas rempli. La soute d'armement est assez considérable, mais malgré tout plus petite que celle d'un Atlantique. Beaucoup plus petit. Beaucoup plus petite, mais bon, elle permet quand même d'embarquer pas mal d'armement, je l'imagine. J'ai pas la liste en tête. Le fait est elle fait quand même un beau trou dans l'avion en termes de structure, à savoir que les efforts de l'avion ne peuvent passer qu'au-dessus de la soute d'armement. Donc autrement dit, le premier élément costaud de l'avion se trouve ici. Tout ce qui est en dessous, là, ça ne sert à rien. C'est frangible. D'autre part, le radome lui-même ne travaille pas, donc il y a toute une partie basse de l'avion qui n'est pas là pour travailler, quoi. Ce qui est dommage, ils n'ont Mécaniquement. pas eu l'idée du fuselage bilobé comme l'a eu Breguet, qui était quand même une Oui, idée géniale. Tout à fait. Alors, oui, tout à fait. C'est-à-dire que sur le Breguet, on a à mi-hauteur du lobe inférieur, on a effectivement cette lisse, mais qui est quand même beaucoup plus basse dans le fuselage. Alors là, on a le genre d'objets qui sont baladés par cet avion. Alors, on voit aussi quelque chose d'intéressant. Torpilles lourdes et torpilles légères. C'est Le riftage. le riftage et puis même la peau, l'épaisseur de peau de la porte, qui fait que c'est une structure quand même très légère. Et puis à partir de l'instant où on a passé cette structure-là, c'est plus la peine d'essayer de mettre des rivets tête bombée, tête plate. Donc là, on a à nouveau le même principe. À partir de l'instant qu'on a passé l'écoulement sur la voilure et les volets, on sait que de toute façon, tout ce qui se passera derrière, c'est plus la peine d'espérer. On peut passer à du rivet tête Pas la peine tête de se bombée. fatiguer, quoi. Pas la peine de se fatiguer. On n'a pas du tout évoqué la propulsion mixte alors du Neptune. À cette époque-là, les moteurs à hélice pouvaient encore se vendre en termes d'endurance. Donc effectivement, les gens étaient encore croyants des moteurs à explosion, y compris ceux-là quand même, qui étaient des merveilles de mécanique, et qui quand même étaient sur tous les avions civils, n'oublions pas. Par contre, en ce qui concerne la vitesse, ils avaient une autre idée qui était beaucoup plus simple, c'était de dire, puisqu'il faut aller vite, on va mettre des pods avec des réacteurs supplémentaires, avec des entrées d'air qu'on pouvait fermer, tout simplement. Obturer, ouais. Donc, simple et de bon goût, si je puis dire, mis à part la masse auquel ça correspond. Les moteurs mangeaient de l'essence légère, Les réacteurs aussi. et que les réacteurs, Les deux aussi. les deux aussi, pouvaient donc... De l'avgaz D'accord, pour les ok. deux. Et ça, c'était des J34 de Pratt, je crois. Et oui, donc c'était une des particularités de l'avion, c'est qu'il y avait un seul circuit carburant en fait. D'accord, parce que pour d'autres avions, Oui. il y avait des difficultés de bicarburation. Oui. Donc pour celui-ci, ça marchait. Ok. Et puis là, ce que l'on voit, sans les voir véritablement ici, c'est des attaches correspondant à toujours pareil, à des lance-roquettes, dans la mesure où ils sont tellement proches les uns des autres qu'on ne peut pas imaginer que ça puisse être autre chose que des lance-roquettes, dans la mesure où si les bombes étaient côte à côte, au moment du largage, elles partiraient un peu, elles pourraient se cogner les unes les autres. Et au bout, c'est des ballonnets assez monstrueux, avec des lampes, une lampe d'éclairage qui est hallucinante, qui permettait d'éclairer une scène de nuit, à des distances assez importantes, je pense. Et ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est le nez. C'est l'un des rares avions qui avait une verrière dans le nez, un observateur, chose que l'on retrouve sur l'Atlantique, mais qui finalement n'est pas très fréquent. Il n'y a que les avions russes, même les avions civils russes, ont gardé des observateurs dans le nez, mais dans l'ensemble, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors, il y a eu quelques avions qui ont été transformés quand même avec une tourelle à l'avant, 2 mitrailleuses lourdes de 12-7, orientables. Donc juste après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, pour tirer les sous-marins, ça pouvait être pas mal en surface. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la CIA a utilisé quelques-uns, ils ont récupéré une demi-douzaine de ces avions qu'ils ont équipés pour faire de l'écoute électronique et qu'ils ont utilisé notamment dans la guerre de Corée et puis qu'ils ont prêté aux Taïwanais qui sont allés espionner la Chine. Donc ils ont fait des survols de la Chine avec ces Neptunes. Ils les ont tous perdus, mais avec des équipages taïwanais, donc c'était pas très grave finalement.
Le dessinateur Romain Hugo l'a mis en scène cet avion avec un équipage américain dans la guerre de Corée dans un de ses albums dans la série Angel Wings. Et je vous conseille, je vous ordonne d'aller regarder cette série avec des dessins magnifiques du Neptune en action sur la Corée. On apprend des choses dans ces bandes dessinées. Un grand merci à la Naman qui nous permet de monter dans ce quoi, merci la banane, qui nous permet de monter dans ce Neptune. C'est la première fois que je monte dans un Neptune, François. Oui, moi aussi. Oui, Ouais, tout bon. à fait. Et alors, t'aimes bien? Bah, Il est un peu à ta taille quand même cet avion, Je non? trouve ça petit. Tu trouves ça petit? Et franchement, non, j'en ménagerai pas demain. Bon. Non, pas vraiment. Alors, Martin, tu as filmé la montée, l'escalade? J'ai essayé. Ouais, c'est digne de Fort Boyard hein, pour monter. On monte par le puits de train, on arrive sous le poste de pilotage. À droite, ça part vers la bulle. Et à gauche, on monte encore quelques étages et on arrive au niveau du pont principal où se trouvaient les opérateurs. Derrière nous, le poste de pilotage avec sa centaine de pendules. Et puis ici, on est sur les positions de travail. Là, on a un radar, donc je suppose que c'est le radariste ici. Derrière, il y a une table à cartes avec le navigateur, une table traçante, je suppose, pour le coordinateur tactique, quelque chose comme ça. J'essaie de me repérer par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui sur les Et là, APL2. il y a une imprimante pour les bouées, j'ai compris, ici sur le côté. C'est bien ça. Ouais. D'accord, ouais, ok. Donc voilà, ici, c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est ici que se fait la guerre. Derrière nous, on a le caisson de voilure avec le passage du longeron principal de voilure. Et puis derrière, il y a encore des postes de travail avec les observateurs et puis Les lance-bouées, les lance-bouées. très probablement. Et le MAD, je sais pas trop, il est derrière aussi le MAD. Tout au fond. Il est là le MAD? Mais le traitement du D'accord. signal se fait ici. Oui, d'accord. Bon, c'est quand même un avion assez exigu. Ça devait pas être très cool de voler pendant 12-13 heures entre les deux moteurs. Ici, on est exactement dans le piston. plan des hélices. Ouais. Donc figuré par un trait rouge côté extérieur, Ouais. c'est Donc l'endroit où il ne faut pas être. Ça devait être très bruyant, ouais. Ça devait être assez. Au-dessus, le rotodome pour les visées astronomiques, pour la navigation Il y a encore, astrale. il y a encore des graduations. Il y a encore Mhm. les graduations, Ouais, c'est ouais. vrai. Ouais. Pour éviter de se perdre au milieu du Pacifique, enfin voilà. Et puis le tableau de fusibles sur la gauche. On imagine le soulagement des pilotes français, enfin des équipages français quand ils sont passés du Neptune au Breguet Atlantique, parce que c'est un avion dans lequel on ne peut pas se tenir debout ici. On ne peut pas marcher de long en large à cause du caisson de voilure. Enfin, c'est pas très. Oui, la circulation pas très entre sympa. l'avant et l'arrière, et Ouais. franchement, bon, Ouais. on peut ramper. Compliqué. Grosso modo, il s'agit de ramper sur le caisson de voilure. Voilà. En 1953, la France a reçu 31 P2V6, l'avant-dernière version de cet avion, qui ont été utilisés donc, pour les missions de patrouille maritime et de surveillance maritime, de lutte anti-sous-marin. Cet avion équipait 8 flottilles et escadrilles différentes. C'est dire aussi qu'à l'époque, il y avait du monde hein, pour avoir 8 flottilles de patrouille maritime et de surveillance. À partir de 58, c'est la P2V7, la version P2V7 qui est entrée en service avec quelques capacités supplémentaires. Et les avions sont restés jusqu'en 1984 en service, 1984, dans le Pacifique hein, notamment. Ah oui, c'est ça. Oui. En France, étaient plus, en France, les brigades atlantiques étaient déjà entrées en service. En Donc, France, je me rappelle, ils étaient à l'Anbiway, les P2V7. la Oui, patrouille c'est ça. maritime Ouais. était à l'Anbiway hein, de manière générale. Un petit mot sur un avion assez spécial, le Neptune juste après la guerre, un avion qui avait été baptisé le Turtle, qui était une des premières versions du Neptune et qui a battu un record du monde d'autonomie, de distance parcourue, ouais, de distance. avec 18 000 km parcourus sur un plein. Tout à fait. Mais il était surallégé en fait. Il avait été totalement préparé pour. Gavé d'essence. Oui, tout à fait. Gavé d'essence et surallégé. Mais c'est un record qui a tenu très longtemps puisqu'il a été battu uniquement par le Voyageur, il me semble, hein, celui qui a fait le tour du monde. D'abord un B-52 Oui, qui a en réaction, fait 20 ou 21 000 km, Ouais. quelque chose comme ça. en 24 Et heures. ensuite, il y a eu les deux avions de Rutan, Oui. le Voyager, et puis ensuite un deuxième qui a eu moins de notoriété, la même chose, mais en turboréacteur. Où là aussi, c'est Rutan qui l'a fait. Ils ont fait le tour du monde dans 48 heures, je crois, quelque chose comme ça. Alors que la première fois, il leur a fallu, je crois, 7 ou 8 jours. Mhm.
en moteur explosion. Oui. De Voyager, oui. Dans un cercueil volant, quoi. Oui, dans 7 un ou 8 truc, jours oui. couché. Enfin, c'était moins confortable qu'ici encore. Oui, tout est très relatif. N'empêche, travailler là-dedans pendant une quinzaine d'heures, oui, bon. Alors il y a une chose que vous ne voyez pas à l'image, c'est bien sûr c'est l'odeur. Hein. Il y a toujours cette odeur de transpiration, d'hydraulique, de tout ce mélange d'essence, d'hydraulique et de transpiration qui fait que c'est assez pesant, quoi. Eh ben dis donc, eh ben je ferai pas ça tous les jours. Alors comment ça marche? Zac. Et ça vole ça? C'est une rotation et j'envoie le pied, On est à quelle hauteur là? J'ai pas d'idée. un kick dans le téléphone. C'est incroyable un avion pareil. Je pensais pas que ça existait. Donc là on est dans la partie arrière, on a franchi les 40e rugissants, on a franchi le caisson de voilure, on descend de 2-3 marches, on arrive dans la partie arrière de l'avion. Pour le coup on peut se tenir droit, ça c'est fabuleux. Il y a la lumière, mais par contre ce qu'on nous disait effectivement c'est que c'est quand même la partie où ça bouge beaucoup dans la queue de l'avion. Et pour un avion qui est taillé pour la basse altitude et faire des S au-dessus des sous-marins et des ronds, ça peut être assez vite compliqué. Ça l'est toujours d'ailleurs, même quand on vole sur le Breguet Atlantique, c'est un peu un problème quand on n'est pas habitué. Ici on a une trappe qui permet l'évacuation en vol, c'est ça, en parachute, le cas échéant. Et puis on a les deux observateurs qui sont au fond, qui sont sur leur siège avec les sabords, qui sont là donc pour regarder à la jumelle et à l'œil nu ce qui se passe sur la mer Jolie, et dont le travail aussi est de mettre en œuvre les bouées qu'on a là, accrochées au mur, accrochées à la paroi du fuselage, pardon. Ici aussi, et puis peut-être dans les caisses, enfin voilà. Et un petit côté sous-marin, mais c'est propre aux avions de patrouille maritime quand même, c'est toujours un petit peu le problème. Arrête. C'est fou ça. Donc là on conduit l'avion, En conduite, ouais. accompagné. Droite. Oui. Conduite gauche, ouais. Donc on est au poste, on est sur les postes d'observateurs à l'arrière de l'avion avec les sabords. Est-ce que les sabords pouvaient être ouverts en vol ou pas? Je sais pas. Non, je pense pas. Non. Non, ça allait vite quand même, oui. Ouais. C'est d'autant plus impressionnant que quand on se replace, encore une fois, dans l'Atlantique, le Breguet Atlantique, la TL1 ou la TL2, on retrouve ces mêmes postes, ces mêmes sabords avec les observateurs, sauf qu'ils sont séparés par un passage de « bonjour ». On voit passer des animaux marins sur la mer Jolie. Donc sur le Breguet Atlantique, on a un passage qui doit faire à peu près un petit mètre de large. Et Ouais. alors que là, on est vraiment dans le rétrécissement, l'arrière Mais du on n'est fuselage. plus à la largeur maxi ici, hein, c'est Non, clair. non, On mais est il y a déjà vraiment ce en train de- rétrécissement. Ouais. Et puis derrière nous, Ça continue encore et encore. l'espace vide, voilà. Et c'est que le début. On a l'espace vide où était installé le détecteur d'anomalies magnétiques. Et je crois d'ailleurs que le MAD est démonté sur les ATL2. Il est plus en service ou il est optionnel. Il est optionnel, il peut être remplacé par des systèmes de communication. Donc il n'est pas systématiquement monté dans les ATL2. Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on voit le jour à travers la peau de l'avion là-bas. Ce qui veut dire que c'était une structure extrêmement légère tout Oui. au bout, Composite. puisqu'il fallait éviter toute pièce métallique dans cette partie-là. Donc le MAD est clairement dans une zone d'une structure très très légère. MAD, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais donc c'est un détecteur d'anomalies magnétiques. Un sous-marin passe dans la zone, il va perturber le champ magnétique là où il est, et c'est cette perturbation qui va être enregistrée par l'avion. Si possible, ça marche que si le sous-marin est quand même à relativement faible profondeur. Voilà, si l'avion passe pas trop loin. Si l'avion passe pas trop loin. Donc ça fait quand même beaucoup. Mais Sachant ça peut que, marcher. oui, tout à fait. Sachant que ce sont les bouées quand même qui, elles, vont pouvoir repérer des sous-marins à beaucoup plus grande distance si le sous-marin a la bonne volonté de faire du bruit. Oui. Allez, François. Voilà, ça tient. Parce que je suis plus sportif, moi. Je vais vous faire un tour de magie. Vous allez voir, un Leminck. Là, je vous fais le vent relatif. Ah. Bon, François, Oui. quelle aventure, hein. Dans le Neptune, oui. C'était Koh Lanta à Rochefort là qu'on vous a fait. Non, on a eu une chance incroyable, c'est de pouvoir effectivement visiter ce Neptune. Il faut être souple, mais on n'a peur de rien. Et on l'a fait, hein, de A à Z. On a parcouru tout l'avion.
vous avez pu suivre nos aventures. C'est encore une chance formidable que nous a offert l'ANAMAN, l'Association nationale des amis du musée de l'aéronautique navale, l'ANAMAN. Voilà, un avion imposant de l'extérieur, très étroit à l'intérieur. Oui, vraiment un capharnaüm. Un capharnaüm, carrément. Ouais, ouais. Bon, Ah oui, carrément, oui. d'accord. Assez compliqué de faire plus d'1 ou 2 mètres dans une direction quelconque. C'est l'ingénieur qui parle, ça, voilà. Avant de tomber sur... Enfin, rien à voir avec un Atlantique, c'est absolument certain. C'est la fin d'une époque. Voilà, c'est la fin d'une époque et c'est la fin de cette émission. On espère que vous l'avez apprécié autant que nous. Bisous.